Démarrage de l'examen du baccalauréat session de juin 2022 ce lundi 20 juin sur toute l'étendue du territoire national. C'est le collège d'enseignement général de Weyrock qui a abrité le lancement officiel des premières épreuves pour le compte du département du littoral. Le point est à suivre dans cette édition. La première session ordinaire au titre de l'année 2022 a été clôturée ce lundi 20 juin 2022 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle a été procédée par Rémi Prosper Moretti. Les détails dans ce journal. Nouvelle manifestation en Tunisie contre le président Kais Saied menée par la coalition du Front du Salut National. L'opposition tient tête et continue de scander son mécontentement face à la politique du chef de l'État. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue à ce journal. L'examen du baccalauréat session de juin 2022, il a démarré ce lundi 20 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, c'est le collège d'enseignement général de Weyrock qui a abrité le lancement officiel des premières épreuves. Il a été procédé par le maire de la ville, Luc Atokmo, et le préfet du littoral, Alain Oronla. Le reportage avec Hospice Yevimi, Mouton et Mathieu Soussou. C'est le troisième exercice de cette saison, puisque avant le bac, nous avons eu le CEP, le BPC et aujourd'hui le bac, qui se déroule dans d'aussi bonnes conditions que les deux précédents exercices, c'est-à-dire une organisation à bonne date, des étudiants, des candidats bien préparés, en raison d'une année scolaire sereine, bien formés, qui ont le moral et qui donnent l'impression d'une sérénité, gage d'un succès éclatant à la fin de l'épreuve. Je voudrais tout simplement rappeler que le département du littoral a été le premier au bac sur le plan national l'année dernière. Ce que j'ai vu me conforte dans l'idée que nous allons confirmer cette position en améliorant peut-être, pourquoi pas, les performances. Donc un grand satisfait à ceux qui ont organisé, ceux qui encadrent, les enseignants, les parents. Bien sûr, l'État a joué sa partition, c'est ce qui a permis qu'on en arrive là, et donc à tous les acteurs du système pour ce qu'ils font depuis quelques années pour la grandeur de notre pays. Évidemment, beaucoup de courage. Ce matin, nous sommes là plutôt rassurés de ce que nous avons vu, rassurés du sens d'organisation des diverses autorités de l'enseignement supérieur. Nous sommes là rassurés de que les candidats sont là aussi, et assez calmes, mais aussi assez sérieux. Et je crois que cette année sera meilleure que l'année passée. Vous savez, la rançon aussi bien pour les parents qui pendant toute l'année scolaire se sont échinés. La rançon pour les autorités qui ont travaillé, pour les enseignants et autres. Je crois que c'est de voir les candidats réussir. À la mairie, nous avons pu, comme l'année passée, organiser les travaux dirigés. C'est un complément au travail combien grand effectué par les professeurs. Je crois que tout ceci ensemble nous donnera un très bon résultat. Les candidats au baccalauréat session de juin 2022 ont composé dans la matinée du lundi 20 juin, le premier jour de cet examen, l'épreuve de français. Au terme de la composition de la première épreuve de ce jour, certains candidats se sont livrés au micro de Romaric Dossa et Pierre Akapo. La matinée était bonne et j'espère que ça va se passer comme ça ce soir aussi. On a composé français. Français, il y avait 3 sujets de contraction, de commentaires, de dissertation. J'avais pris le sujet de contraction parce que c'est ce qui me semblait le plus abordable. Ils ont parlé de l'éducation, l'enseignement en Afrique. Ils ont dit que l'enseignement est en retard en Afrique. J'ai retenu que souvent les gens font de longues études, mais souvent ça n'aboutit pas. Parfois, il vaudrait mieux faire des formations, de petites formations qui
qui sont plus pratiques dans la vie réelle. En tout cas, je vais faire des études, mais pas si longues. Il y avait 3 sujets au choix. Il y avait contraction de test, dissertation et puis commentaire. Moi, j'ai pris la contraction de test parce que j'ai trouvé ça plus abordable que tous les autres. C'était basé sur la valorisation des cultures endogènes et de plus s'appuyer sur la formation technique et manuelle que la formation professionnelle et intellectuelle. Bon, on peut dire que effectivement, en Afrique, on néglige beaucoup les formations manuelles et techniques au profit des autres formations où on étudie la biologie, la philosophie, mais ça ne développe pas le pays en fait. Je crois bien que ça a changé ma mentalité, ça va me pousser à plus m'investir du côté manuel et technique. Et moi, personnellement, j'ai composé une dissertation sur l'Afrique, sur la guerre, la violence. C'était un sujet vraiment très, très simple. En somme, j'ai retenu que la violence et les guerres ne peuvent pas être liées, quoi. Ça ne peut pas avoir de lien. Bon, selon moi, la population doit trouver les bons chefs pour pouvoir diriger le pays. Oui, ça promet, oui, ça promet. On espère que dans la suite, ce sera facile. Ils ont dit que la pauvreté en Afrique grandit de plus en plus, quoi. Et puis, les conflits d'âmes font d'énormes ravages. Il faut revoir la politique en Afrique. Chaque chef d'État doit revoir le plan de fonctionnement, quoi, pour mieux faire développer l'Afrique. Et nous parlons toujours du bac qui est le premier diplôme universitaire. L'obtenir, c'est avoir l'accès à l'université. Elle représente une étape importante pour tout élève en classe de terminale. Le stress, la peur, voilà autant de difficultés auxquelles sont confrontés les candidats au cours de l'examen. Quels sont alors le rôle des parents envers les candidats durant toute cette période? Quelques parents se sont prononcés. Premièrement, au début comme ça, le papa ou bien les parents en général doivent veiller à ce que tous les instruments, tout ce que l'enfant, c'est-à-dire le candidat ou bien la candidate a besoin pour composer, que ce soit le bic, tous les instruments, le vrai dessinateur, sauf sa convocation, les parents doivent veiller à tout ça, vérifier si tout ça là est déjà au point. Maintenant, pour cette période aussi, ces candidats ou bien ces candidates sont souvent stressés. Mais le papa ou bien la maman doit rester à côté des candidats, des différents candidats, les encourager pour au moins éviter ces stress-là. Pendant l'examen, c'est de suivre l'enfant, c'est de voir comment ça se passe, l'encourager, lui prodiguer des conseils, en tout cas l'assister, c'est ça. Durant l'examen, c'est de faire en sorte soutenir les enfants. Soutenir les enfants, donner-leur le courage de pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas au fait, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela. Non, tout sauf ça. L'essentiel, c'est de venir soutenir les enfants. Ça va. Et le moral, c'est haut ou bien c'est bas? Non. Il faut savoir que ça va marcher. C'est tout le problème, ça. Non, il n'y a rien plus que ça. Et intérieurement, prier pour l'enfant pour qu'il puisse aller à la réussite. C'est ça l'essentiel. Mais venir leur dire que est-ce que tu as travaillé? Quelle épreuve tu as? Quelle est cette épreuve-là? Est-ce que tu as travaillé ici? Est-ce que tu as fait ceci? Non. Durant toutes les années, laissez l'enfant avec sa conscience. Laissez-lui faire tout ce qu'il veut faire comme il le veut. Mais ce n'est pas maintenant, au cours de l'examen, là, qu'il faut commencer par bousculer l'enfant. Non, tout sauf ça. Lors de l'examen de ces enfants, il faut savoir les encadrer à la maison, leur donner des conseils, comment ils vont rester pendant l'examen. Il faut surtout suivre leurs leçons à la maison, comment ils travaillent quand ils reviennent à la maison le soir. Les 3 jours, c'est un grand sacrifice que ou papa ou maman doit se détacher pour le faire. Ne pas laisser l'enfant seul durant les 3 jours. Parce que quand l'enfant sent qu'il est délaissé, ça peut jouer sur elle.
ou sous lui. S'il revient le soir, ils vont bien les accueillir, les chérir, parler avec eux, rester ensemble avec eux, prier avec eux. Lendemain matin, très tôt le matin, ils vont se lever sans rien manger, sans rien toucher, prier pour les enfants. Donc, ils vont prier pour les enfants et donner des conseils à eux. Si possible, s'ils peuvent les accompagner, ils vont les accompagner. Durant les 3 jours, en temps normal, un vrai parent, durant les 3 jours de cet examen, normalement les parents ne doivent pas manger. Oui, ils doivent faire carême, ils doivent jeûner pendant les 3 jours, prier pour les enfants. Clôture ce lundi 20 juin 2022 de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC. Elle a été procédée par Rémi Prosper Moretti, président de l'institution. Suivons un extrait du président et du premier rapporteur de la RAC. La plénière des conseillers a recommandé que les promoteurs des 40 nouvelles radiodiffusions sonores privées fassent des tests avec les fréquences d'essai à eux attribués. Ainsi, 8 promoteurs ayant satisfait aux conditions ci-dessus citées ont reçu leur licence provisoire d'exploitation à titre d'essai. Et ici que des lettres de rappel à l'ordre soient adressées aux promoteurs retardataires et qu'un moratoire de 3 mois leur soit accordé. Passé ce délai, la RAC se prononcera sur le retrait définitif de leur fréquence. Les activités liées aux médias en ligne. Suite à la décision numéro 22-003/RAC du 19 janvier 2022 portant sélection des requérants à l'exploitation de sites internet fournissant des services de communication et de presse écrite destinés au public, la plénière des conseillers a examiné et adopté le rapport relatif au point des demandes de planning d'installation et de vérification du siège physique des médias en ligne sélectionnés. Une mission de vérification de l'identification précise du lieu d'établissement des sites et du lieu d'installation des équipements d'accès et de réception a été effectuée au niveau des promoteurs qui sont déjà prêts. Une autre mission a été diligentée auprès des requérants qui n'ont pas encore installé les équipements et qui ont sollicité un moratoire. 6 décisions ont été prises, dont 3 dans le cadre du suivi déontologique et qui mettaient en demeure ou rappelaient à l'ordre certains directeurs de publication. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Une décision portant création de la commission temporaire chargée de poursuivre les activités de la 3e phase de l'attribution des nouvelles fréquences aux promoteurs de radiodiffusion sonore privée. Tout en congratulant les différents acteurs, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous devons continuer sur cette lancée pour des prouesses encore plus grandes. Chers professionnels des médias, le jeudi 24 février 2022, à la cérémonie d'ouverture des travaux de cette première section ordinaire de l'année 2022, nous vous exhortions à jouer votre partition afin que le développement du Bénin soit étroitement lié à l'effectivité d'une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l'éthique et de la déontologie. La RAC est avant tout votre partenaire et le dialogue doit être constamment intensifié et vivifié. Nous sommes sur un chemin commun. Seule notre communion agissante et transformatrice permettra d'obtenir des résultats pérennes. Il urge donc que nous nous mettions résolument ensemble et au travail pour que la RAC maintienne et entretienne son rayonnement.
Et nous parlons de santé dans cette édition. Nous parlons cette fois-ci de l'appendicite, qui est une inflammation de l'appendice, une poche en forme de doigt qui se projette du côlon sur le côté inférieur droit de l'abdomen. Au fur et à mesure que l'inflammation s'aggrave, la douleur de l'appendicite augmente généralement et finit par devenir sévère. Comment se manifeste-t-elle et comment la traiter? La réponse dans cet élément que je vous invite à suivre. L'appendicite, une inflammation aiguë de l'appendice, un segment d'intestin d'une dizaine de centimètres situé au niveau de la première partie du gros intestin. L'appendicite, ce que je connais sur l'appendicite, ce n'est pas trop grand, mais ce que moi j'attends et écouter est que ce que nous mangeons, ça crée l'appendicite, les grains peut-être grains de piment, grains de goyave, certaines choses de grains que tu consommes, que tu manges, c'est pas bien écrasé. Si ça tombe dans ton gros intestin, comme ça crée l'appendicite. C'est ça qui fait que des fois, on allait s'opérer, on va aller opérer les gens qui ont ça. Ça commence par créer des maux de ventre. Et ça peut aller jusqu'à ce que ça éclate. Et ça conduit à la mort. Ça conduit très facilement. Alors lorsque ça s'éclate et qu'on ne vous opère pas dans les meilleures conditions et au plus vite, ça vous conduit à la mort. Je connais des gens qui ont souffert déjà, qui se sont fait opérer et ça a réussi. Moi-même, mon petit frère est dedans. On l'a opéré et il va bien maintenant. Elle se manifeste par des douleurs abdominales qu'il faut savoir différencier des maux de ventre. L'appendicite peut être dû au fait que des aliments se sont accumulés là et ont créé ou ont favorisé une inflammation. D'accord? Des gens peuvent manger du riz tout le temps et ne pas faire l'appendicite. Mais ça peut être un élément parce que si vous ne digérez pas facilement et que ça s'accumule, ça reste longtemps dans le ventre, ça peut être un terrain favorable à une inflammation. L'appendice se trouve à droite. Donc si vous avez une douleur qui ressemble, enfin que vous pensez peut-être être l'appendicite, provenir de l'appendicite, souvent vous devez sentir ça à droite. Dans la fosse iliaque, à droite. D'accord? Donc, la douleur de l'appendicite est rarement à gauche. D'accord? Et c'est rarement en haut. C'est en bas et à droite. C'est la douleur persistante. Vous avez la fièvre, parfois la diarrhée. D'accord? Alors, et que la douleur est bien située, ce qu'il faut faire, parce que parfois ça peut devenir une urgence, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir un médecin pour qu'il vous oriente. L'appendicite ne se soigne pas à la maison. Lorsque c'est l'appendicite, ça ne se soigne pas à la maison. Alors, et vous ne pouvez pas savoir. Donc, lorsque vous avez cette douleur-là, parce que souvent cette douleur, c'est pas une douleur passagère. Ça pique, ça va, mais même si vous prenez des calmants qui calment la douleur, ça va revenir. On peut peut-être prendre des anti-inflammatoires, des antibiotiques en attendant. Mais lorsque c'est diagnostiqué l'appendicite, il faut faire l'ectomie, c'est-à-dire l'enlever. Bien que tout le monde puisse développer une appendicite, le plus souvent, elle survient chez les personnes âgées de 10 à 30 ans. Selon une étude, une personne sur 10 souffre de l'appendicite. Hors du cadre national, à présent au Sénégal, le mouvement pour la défense de la démocratie de l'opposant Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à descendre de nouveau dans les rues pour 3 jours à partir du lundi. Ce nouveau collectif de contestation réclame la libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement et arbitrairement détenus et le respect du droit de manifester. Au Sénégal, le principal leader de l'opposition Ousmane Sonko appelle à une nouvelle manifestation contre le pouvoir le 29 juin.
La dernière manifestation de vendredi menée par la coalition Yewi Askanoui avait été interdite par les autorités et s'était soldée dans la violence en faisant 3 morts. Le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation sur le territoire national. Et si Macky Sall veut empêcher cette affaire, je le dis ici et je lui adresse directement le message, qu'il soit prêt à nous arrêter ou à nous liquider. Lors de la manifestation du 17 juin, 4 membres de l'opposition ont été arrêtés, tandis que d'autres ont été empêchés de rejoindre le cortège. Nous exigeons la libération des otages politiques. Nous l'exigeons le plus immédiatement possible de Macky Sall et de son régime. Parce qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il n'y a pas pire que l'injustice. Celui qui subit l'injustice et qui continue de la subir réagira à un moment ou à un autre. Les manifestations du 17 juin à Dakar et en Casamance ont été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes qui avaient bravé l'interdiction. L'opposition protestait contre l'invalidation de la liste d'Ousmane Sonko pour les élections législatives du 31 juillet. Plus de 130 civils ont été tués dans le centre du Mali lors d'attaques attribuées à des djihadistes affiliés à Al-Qaïda, un des pires massacres connus par le pays et le dernier en date d'une série de tueries en cours à travers le Sahel. Des élus locaux ont rapporté des scènes de massacres systématiques perpétrés par des hommes armés à Diala-Sagou et dans 2 localités environnantes du cercle de Bankas dans le centre du pays, l'un des principaux foyers de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années. Des djihadistes présumés ont massacré plus de 130 civils au cours du week-end dans le centre du Mali. Le gouvernement en a officiellement fait l'annonce par voie de presse ce lundi, alors que les réseaux sociaux faisaient déjà état de maisons brûlées et d'enlèvements. Des responsables locaux ont décrit des scènes de meurtres systématiques perpétrées par des hommes armés à Diala-Sagou et dans 2 villes environnantes du cercle de Bankas, foyer de longue date de violences djihadistes. Noum Togo, qui vit dans la principale ville de la région, a échappé au massacre. Il raconte des faits de violence systématiques contre les civils pris dans les affrontements. Ils sont venus, ils ont dit aux gens que vous n'êtes pas des musulmans, en langue peul. Ils ont dit vous n'êtes pas des musulmans. Alors donc, ils ont amené les hommes, une centaine de personnes, ils sont sortis avec eux. À 2 kilomètres, ils ont abattu les gens systématiquement. Ils sont partis avec d'autres. Nous avons découvert le lendemain de façon macabre les corps entachés. Le Mali est secoué depuis 2012 par une insurrection menée par des groupes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, plongeant le pays dans la crise. Les violences qui ont débuté dans le nord se sont depuis étendues au centre et au Burkina Faso jusqu'au Niger voisin. Les civils sont souvent victimes de représailles de la part des djihadistes qui les accusent de collaborer avec l'ennemi. Depuis le début de l'année, plusieurs centaines ont perdu la vie dans ces attaques. Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Tunis contre le projet de nouvelle constitution qui doit être soumis à référendum en juillet et la révocation de 57 juges par le président Kais Saïed. Le peuple veut l'indépendance de la justice et la constitution, liberté et dignité, ont scandé les manifestants descendus dans la rue à l'appel du Front de Salut National. Nouvelle manifestation en Tunisie contre le président Kais Saïed. Menée par la coalition du Front de Salut National, l'opposition tient tête et continue de scander son mécontentement face à la politique du chef de l'État. La protestation survient alors que le président s'apprête à recevoir l'ébauche d'une nouvelle constitution. Le texte sera proposé en référendum le 25 juillet. Ce n'est pas un projet sérieux, donc on ne le prend pas au sérieux. C'est une mascarade. Je suis presque certain que la grande majorité des Tunisiens vont ignorer cette imbécilité, cette mascarade. On est tous ici avec la même idée, qui est de se battre contre le coup d'État et pour la restauration de notre démocratie qui a été trahie par Kais Saïed. C'est le fondement de notre société. En plus de cela, il y a des stratégies et des mensonges sous couvert d'un référendum, d'une constitution ou d'élection. Ça n'a aucun sens.
La nouvelle constitution a été élaborée durant un dialogue national boycotté par l'opposition qui juge que certains partis politiques et membres de la société civile ont été exclus. Kais Saïed dirige seul le pays depuis bientôt un an. Direction Ukraine où plus de 20 millions de tonnes de blé sont actuellement bloquées dans le pays et pour l'heure, la situation semble figée. Les ports ukrainiens étant soumis à un blocus du fait de la guerre, il est impossible de faire sortir du pays les millions de tonnes de céréales stockées. La Hongrie propose son aide pour faciliter les exportations. Le casse-tête autour des exportations de céréales ukrainiennes se poursuit. Les négociations pour trouver des solutions au blocus des ports, notamment celui d'Odessa au bord de la mer Noire, sont difficiles. Ce sont plus de 20 millions de tonnes de blé qui sont actuellement bloquées en Ukraine et pour l'heure, la situation semble figée. Nous menons des négociations complexes à plusieurs niveaux pour débloquer nos ports ukrainiens. Mais nous ne voyons pas de réel progrès, car aucun outil convaincant n'a encore été trouvé pour se prémunir contre de futures attaques russes. Corridor maritime permettant aux exportations ukrainiennes de reprendre, options terrestres via la route et le rail, toutes les possibilités sont passées au crible. La Hongrie, par exemple, a offert son aide. Nous avons proposé que les exportations de céréales de l'Ukraine destinées soit à l'Afrique du Nord, soit au Moyen-Orient, puissent passer par la Hongrie et nous pouvons également apporter un support en matière de capacité d'expédition et de logistique. Malgré les inquiétudes et alors que la Russie intensifie ses bombardements dans certaines zones, les Ukrainiens tentent de retrouver une certaine normalité, comme ici sur un marché de Kramatorsk dans le Donbass. Difficile cependant d'oublier que la ville de Sévrodonetsk n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres et que là-bas, les combats font rage. Et nous parlons des législatives en France où la majorité présidentielle a remporté les législatives sans avoir de majorité. La NUPES devient la principale force d'opposition. Le RN envoie un nombre record de députés dans l'hémicycle. Le camp d'Emmanuel Macron perd la majorité absolue en obtenant 245 sièges à l'issue des élections législatives. Le second tour des élections législatives en France et Emmanuel Macron qui apparaît isolé ce lundi matin. Le président français a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue établie à 289 sièges sur 577. Il hérite à la place d'une Assemblée nationale où, à défaut de majorité, vont siéger deux oppositions puissantes qui lui sont réellement hostiles. Ainsi, les candidats macronistes ensemble remportent 245 sièges devant la coalition de gauche NUP, 131 sièges, et le Rassemblement national avec 89 sièges. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, si elle se voit reconduite, va devoir affronter de fortes turbulences. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Ambiance bien plus heureuse à l'annonce des résultats pour l'alliance de gauche scellée derrière Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui n'a pas manqué d'insister sur la déroute du parti présidentiel. C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Le RN réalise une percée historique et jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen d'afficher clairement sa satisfaction de faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. Ces résultats ouvrent une période délicate de tractation à tous les niveaux pour sceller des alliances, remanier le gouvernement et négocier les postes de responsabilité dans la nouvelle Assemblée. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux, Facebook et YouTube.